Henri Guénaud est l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous, ancien conseiller spécial durant 5 ans de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui parlementaire. Vous êtes très présent dans le débat public avec vos idées, Henri Guénaud, avec votre livre également, La nuit et le jour, où vous racontez vos souvenirs, le plume du chef de l'État, et vous le défendez également avec force. C'est pas qu'un livre de souvenirs. Bien sûr, c'est également votre engagement dans ce dialogue imaginaire avec un instituteur, votre instituteur, ce qui nous ramène à votre parcours personnel. On en parlera dans la troisième partie de cette émission avec Perrine Tarnaud de Public Sénat. Et puis Suzette Bloch de l'agence France Presse, notre partenaire, nous rejoindra d'abord pour parler de la crise à l'UMP, cela dans 15 minutes environ. Et puis les téléspectateurs, comme chaque semaine, peuvent intervenir dans l'émission par le biais de l'application TV Check d'Orange. Henri Guénaud, on le sait, vous le répétez régulièrement, vous êtes un partisan du nucléaire et du réacteur EPR, dont le chantier de Flamanville connaît un nouveau dérapage financier. La facture va atteindre désormais, dit EDF, 8,5 milliards d'euros. Elle a plus que doublé en 7 ans. C'est vraiment un dérapage total. Oui, mais c'est pas tout à fait anormal. Vous savez, c'est quelque chose de très complexe, un EPR. Et quand on construit le premier, on apprend. Voilà, donc on pense que EDF et Areva, tous les acteurs qui travaillent sur ce projet, apprennent au fur et à mesure. Donc Voilà. Rien que de très normal pour vous? Oui, rien que de très normal pour une opération de cette complexité. Voilà. Alors, on entend les écologistes dire qu'il est temps d'arrêter les frais. Oui, mais les écologistes, on compte le nucléaire. Donc, chaque fois qu'il y a un problème sur le nucléaire, il faut arrêter les frais, il faut arrêter le nucléaire. Voilà, laissons les écologistes. Ils ont une position idéologique. Bon, position idéologique, c'est le nucléaire, c'est pas bien. Donc voilà, alors chaque fois qu'il y a une difficulté, faut tout remettre en cause. Non, je pense que ça vaut la peine d'aller au bout de ce projet. De toute façon, maintenant, il est engagé. Et c'est vrai que pour construire le premier, pour mettre tout ça au point, c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'obstacles qui n'étaient pas prévisibles à l'avance. Oui, et si au bout, sur le chemin, si au bout, puisque effectivement on ira au bout de ce premier EPR, en tous les cas en France, si c'est l'échec industriel, parce qu'on voit au prix du kilowatt produit, on s'aperçoit que l'EPR n'est pas du tout compétitif. C'est vraiment la fin du nucléaire pas cher, a priori. D'abord, ça dépend par rapport à quoi. Par rapport à l'éolien, tiens. Plus de 100 euros. Une blague. Non, mais c'est une blague, c'est une comparaison complètement idiote, pardonnez-moi. Je veux dire, l'éolien ne peut pas fournir de la production électrique de base. L'éolien, c'est aléatoire. Voilà. Et ça n'a rien à voir, ça n'est pas substituable. On ne va pas remplacer toutes les centrales nucléaires par de l'éolien. En plus, il faudra mettre une dans le jardin de chaque Français, vous imaginez. Enfin, quand même, il y a les chiffres, voilà. Plus de 100 euros par mégawattheure produit à l'EPR. Et ça coûte plus cher que l'éolien, 80. On va mettre des éoliennes partout, on va couvrir la France d'éoliennes. Vous allez voir, puis avec ça, on va s'éclairer, c'est très bien. Non, mais voilà, il faut être raisonnable. Ce sont des comparaisons qui n'ont aucun sens. Donc on peut continuer. Alors je vais essayer d'en trouver une autre. Voilà, par exemple, avec les Chinois, ils construisent eux-mêmes 2 EPR, n'est-ce pas? Et eux, manifestement, ils tiennent les délais. Alors là, quand même, on se dit, en France, la responsabilité d'EDF est engagée. Enfin, excusez-moi, mais ils ne construisent pas tout seuls, ils construisent avec EDF, les EPR chinois. Voilà, donc on verra bien comment on fait. Mais c'est clair que l'expérience accumulée à Flamanville, elle va servir à faire mieux sur les réacteurs suivants. Oui. Mais vous savez, l'EPR, il a cette caractéristique, effectivement, d'être cher, mais d'être beaucoup plus sécurisé que les autres réacteurs aujourd'hui sur le marché. Il faut savoir aussi ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut beaucoup de sécurité ou est-ce qu'on veut moins de sécurité? Moi, je préfère, comme citoyen, beaucoup de sécurité. Voilà. Mais le nucléaire va rester, même avec beaucoup de sécurité, encore une source d'énergie extrêmement rentable et extrêmement économe par rapport. Voilà. En plus, c'est écologique. Voilà. Mais oui, pardon. Mais qu'est-ce qu'on fait des déchets? Mais il n'y a pas de rejet dans l'atmosphère. Il y a le problème des déchets. Oui, rien n'est parfait. Alors, mais c'est quand même, du point de vue du réchauffement climatique, il vaut mieux avoir le nucléaire que des centrales thermiques. Alors vous dites l'EPR, ça n'est que le premier à Flamanville, mais on n'imagine pas le lancement d'un deuxième en France, en tous les cas. Il y en a 2, puisque Areva en avait fait un en Finlande aussi. Voilà. Enfin, est en train qui connaît des difficultés également. Mais en France, il y avait le projet de Penly également en Seine-Maritime. Oui, c'est pas un EPR. C'était on avait présenté ça comme le deuxième projet similaire, qui va être abandonné avec l'alternance politique. Vous le regrettez?
Oui, je le regrette parce que là encore, c'est l'effet de série qui permet d'améliorer le savoir-faire et de gagner en efficacité. Est-ce que vous soutenez le gouvernement qui est en but et même qui est dans une situation d'affrontement avec les écologistes? Je pense notamment à la question de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Écoutez, que n'aurait-on dit si Nicolas Sarkozy avait utilisé la force publique avec autant de brutalité pour faire partir les manifestants? Non, ce projet est un projet qui avait été acté par tout le monde. La droite, la gauche, voilà, aujourd'hui pas le centre. La droite, la gauche. Bon, ce qui est quand même un peu fort, c'est qu'on abandonne tous les grands investissements. Les TGV, le canal Seine-Nord, etc. Et on garde que celui-là, c'est un peu curieux tout de même. Ah bon, et comment vous l'expliquez? C'est un projet qui est cher au Premier ministre? Parce que c'est un projet cher au Premier ministre. Voilà, maintenant je suis pas sûr que l'urgence absolue de cet aéroport s'imposait avant tous les autres projets. Si on abandonne tous les autres, c'est quand même un peu curieux que l'on ne garde que celui-là. Voilà, et la problématique des aéroports est une problématique compliquée. Je pense qu'il faut aussi la regarder par rapport à l'idée de faire une autre grande plateforme pas trop loin de Paris. C'est peut-être un projet aussi qu'on a abandonné trop vite. Alors parlons du dossier Mittal, si vous le voulez bien, Henri Guénaud, puisque vous avez soutenu le projet de privatisation transitoire du site de Florange. C'était l'option qui a été avancée par Arnaud Montebourg. Non, j'ai pas dit ça. Lui, il l'a compris comme ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que l'option de la prise de contrôle temporaire, de la nationalisation temporaire, était une option qu'on ne pouvait pas écarter d'un revers de la main. Et j'ai dit qu'il fallait s'interroger, vous allez voir, c'est pire que ce que disait Arnaud Montebourg, pour savoir si, d'abord, si c'était indispensable, deuxièmement, si c'était mieux de le faire sur le site de Florange, sur l'ensemble des actifs sidérurgiques de Mittal. Voilà. Parce que c'est une option, d'ailleurs, que nous avions étudiée quand Nicolas Sarkozy était président de la République. C'est un problème de calcul économique, c'est pas un problème idéologique. Je ne vois pas pourquoi on s'interdirait a priori de faire une prise de contrôle temporaire quand c'est nécessaire. Pourquoi on serait obligé de toujours dire que l'État ne peut jamais rien à rien? On l'a fait d'ailleurs sur Alstom, les Américains l'ont fait sur General Motors, on l'a fait sur le système bancaire au moment de la crise. Chaque situation est très différente. Exactement. Donc il faut regarder. En matière de sidérurgie. Il faut regarder au cas par cas. Il faut faire du calcul économique, pas de la polémique idéologique. Donc vous dites mais c'est une option qui doit... Je ne vois pas pourquoi on s'arrête de débattre toujours sur ce sujet avant même d'avoir entamé ou engagé réellement le débat. L'idée a été débattue, d'ailleurs elle a été approuvée, non, elle a été approuvée par le chef de l'État. Bon, et finalement, ça n'est pas l'option qui a été retenue au final. Elle n'a pas été beaucoup débattue, franchement, ça a duré quelques jours. On s'en est servi comme arme dans la négociation avec Mittal. Puis c'est tout, en fait, on a le sentiment que le gouvernement n'a jamais souhaité aller au bout de ce dossier. Alors il y a un débat autour de l'accord secret qui a été conclu entre le gouvernement et ArcelorMittal. Il a été publié, cet accord, par le journal Le Monde, et qui dévoile que sur les 180 millions d'investissements annoncés par Lakshmi Mittal, en fait, il n'y en a que 53, c'est-à-dire moins d'un tiers, qui relèveront d'investissements stratégiques. Est-ce que pour vous, cet accord est un marché de dupes à la lecture des dernières informations? Alors d'abord, je n'ai pas lu en détail l'accord puisqu'il vient de sortir. La teneur de l'information est celle-ci. C'est un peu réduit comme information. Maintenant, je constate qu'on était passé d'un repreneur qui mettait 400 millions à Mittal qui met 180 et qui finalement en met 53. 54. Voilà, vous savez, le problème de fond, c'est de savoir quelle est la stratégie réelle de Mittal sur la sidérurgie, sur les actifs sidérurgiques. Mittal, c'est un groupe qui a deux activités, une activité minière et une activité sidérurgique, pour l'essentiel. La question qu'on s'est posée, qui se pose toujours, à laquelle on n'a pas de réponse, c'est s'il n'y a pas une stratégie cachée de Mittal pour petit à petit se retirer de la sidérurgie et démanteler ses actifs sidérurgiques en se repliant sur les activités minières là où il a multiplié ses investissements, qui rapportent beaucoup plus aujourd'hui par des effets de rente parfaitement compréhensibles. Donc la question est la suivante: si Mittal veut vraiment se désengager progressivement, alors l'État doit prendre ses responsabilités, parce que la filière sidérurgique en France est une filière d'avenir. Bon, c'est 80 000 salariés, presque 80 000 salariés en direct, plus tous les utilisateurs. C'est une filière dans laquelle la France a une avance technologique extrêmement importante. C'est pas du tout de la vieille économie en déclin qu'on devrait réserver aux
aux pays émergents. Mais c'est bien un secteur qui perd des marchés aujourd'hui en Europe. Non, il perd des marchés en Europe, il perd pas de marché en Europe. Aujourd'hui, simplement, il y a un ralentissement de l'activité et alors l'industrie sidérurgique, elle est soumise au même problème que toute industrie en Europe. Mais alors pour être clair, évidemment, si vous avez l'Eurofort, si vous avez des charges sociales qui pèsent sur le travail, si vous faites tout pour que l'industrie ne soit pas compétitive en Europe, eh bien l'industrie n'est pas compétitive. Pour être clair, Henri Guénaud, vous nous dites que la révélation de cet accord secret, on va mettre des guillemets, entre Mittal et le gouvernement, valide encore plus l'option de la nationalisation transitoire de la sidérurgie de Mittal. Je ne vous dis pas ça, je vous dis qu'on a fermé le dossier avant même de l'avoir ouvert. Et je vous dis que cet accord dont je ne connais pas les détails me rappelle quand même toutes les promesses faites à chaque fois par Mittal à tous les gouvernements successifs et finalement jamais tenues. Donc la question se pose toujours de savoir quelle est la véritable stratégie de Mittal. Voilà. Et c'est cette question-là à laquelle il faut avoir une réponse avant de trancher. Et si la stratégie de Mittal, c'est de démanteler des actifs sidérurgiques en Europe et en France en particulier, alors je ne trouve pas anormal que l'État étudie la possibilité de prendre le contrôle des actifs sidérurgiques en trouvant des partenaires industriels. Une expropriation. Alors attendez, on va faire peur à tous les investisseurs du monde entier. Il faut encore une fois. C'est à l'UMP qu'on dit ça. Hein. Oui, mais vous savez, il y a des gens qui adorent la caricature partout. Bon, on peut dire des sottises. N'importe qui peut dire des sottises à droite, à gauche, au centre. Il ne faut pas poser le problème comme ça. Évidemment, le discours qui a été tenu au départ était tout outrancier. Il ne s'agit pas d'une affaire personnelle entre la France et Mittal. Il ne s'agit pas de dénoncer une entreprise qui a sa propre logique. Il s'agit simplement de réfléchir aux intérêts nationaux et aux responsabilités de l'État. Bon, la sidérurgie, c'est stratégique. Voilà. Et en plus, c'est une activité de proximité, une industrie de proximité, parce qu'elle doit être aussi proche de ceux auxquels elle fournit des produits. La France n'a plus de minerais de fer, mais elle produit beaucoup de ferrailles qui peuvent être recyclées. Elle les exporte au lieu de les recycler. Bon, donc il y a énormément à faire dans ce domaine. C'est une filière d'avenir, c'est une filière stratégique. En tout état de cause, la France ne peut pas se désintéresser du sort de la sidérurgie. On a compris. D'un mot, entre Montebourg et Hérault, vous choisissez Montebourg dans ce dossier. Oui, mais encore une fois, la forme n'était pas bonne. La forme, laissez-le parler du fond, là, entre nous. Le fond, oui, vous venez de valider l'option Montebourg. Le fond, moi, je préfère toujours le volontarisme à l'absence de volonté. Voilà. Est-ce qu'il aurait dû démissionner, Arnaud Montebourg? Mais ça, c'est son problème. Votre avis? Non, je n'ai pas d'avis là-dessus. Vous n'avez pas d'avis là-dessus? Vous ne voulez pas l'exprimer? C'est pas ça, j'ai pas d'avis, c'est son problème. Non, mais une question. Savoir si la ministre doit démissionner ou pas quand il est désavoué, c'est son problème à lui. D'accord. Voilà. Allez, une question avant de parler de... Ce c'est qu'une fois de plus, il n'y a pas de ligne politique, il n'y a pas de cap. Bon. Et qu'on ne tire aucune des leçons du passé. Notre ministre, Jérôme Cahuzac, il est, on le sait, à la pointe de la lutte contre l'évasion fiscale. Et selon le site Mediapart, il a détenu pendant de longues années un compte non déclaré à l'Union des banques suisses à Genève. Alors il dément, il dénonce une calomnie, on ne sait pas vraiment où est la vérité. En tous les cas, Mediapart dit avoir beaucoup de renseignements, même des documents. Vous ne savez pas où est la vérité? Moi non plus. Vous non plus. Donc, moi non plus, et j'ai appris que Mediapart s'embrouillait parfois dans la vérité. Donc moi je ne ferai pas ce que les socialistes ont fait à Nicolas Sarkozy pendant 5 ans. Je ne ferai pas de procès d'intention, je n'en sais rien. Laissons M. Cahuzac assurer sa défense, et puis nous verrons bien. Merci pour cette première partie. On va parler donc de l'UMP maintenant avec Suzette Bloch de l'agence France-Presse qui va nous rejoindre. Mais d'abord, le point sur les hostilités, Henri Guénaud, à l'heure tout de même où les belligérants se parlent. Fabrice Cunet. L'image est symbolique. François Fillon invité à la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Depuis ce matin, son rassemblement UMP fort de 72 députés existe et a gagné son temps de parole. Une scission qui amuse à gauche jusqu'au Premier ministre. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le Président du groupe UMP, c'est bien ça, oui, je ne me suis pas trompé. Allez. François Fillon est donc allé au bout de sa logique en créant son propre groupe de parlementaires. Un moyen de maintenir la pression alors que s'ouvrent les négociations de la dernière chance. Moi, je n'ai pas rencontré de parlementaires qui souhaitent maintenir cette scission, cette dissidence à terme. Donc,
Je pense que tout est mis en route depuis hier pour arriver non seulement à renouer les fils, mais à trouver une issue à la crise. Car le message principal depuis lundi, c'est qu'ils se parlent. François Fillon et Jean-François Copé se sont lancés dans une série d'entretiens. Des tête-à-tête, sans lieutenant et surtout sans commentaire. Ils se parlent et c'est une très bonne chose. Et ils ne se parlent pas par médias interposés. Vous le regrettez peut-être. Mais en tout cas, c'est comme ça que l'on peut avancer. C'est donc une grande évolution et en quelque sorte, ça répond à la demande pressante de Nicolas Sarkozy. L'ancien président a pesé de tout son poids pour engager ses rendez-vous de la dernière chance. Principal point de désaccord, la date d'une nouvelle élection. 2014 pour Jean-François Copé. François Fillon, lui, souhaite un autre vote, mais dans 3 mois. Maintenant, voilà, si la semaine prochaine on n'a rien trouvé, on pourra considérer que le divorce est consommé. Mais ce n'est pas ce que souhaite la majorité des députés de l'UMP. À l'UMP, chacun attend l'annonce d'un compromis, signal d'une sortie de crise. Il sera alors temps de mesurer les conséquences pour le parti et pour 2 hommes engagés dans un bras de fer qui devrait laisser des traces. Voilà, donc Suzette Bloch de l'agence France Presse nous a rejoint. Henri Guénaud, bonsoir. Suzette. Bonsoir, Monsieur Guénaud. Alors aujourd'hui, vous avez vécu en quelque sorte une journée historique. 2 groupes UMP à l'Assemblée nationale. Vous avez participé à la réunion du groupe Canal historique, celui de Jean-François Copé. Que ressentez-vous? Il n'y a pas le groupe de Jean-François Copé, il y a un groupe UMP, point. Que ressentez-vous? Moi, j'ai adhéré à un groupe UMP, j'ai été élu avec une étiquette UMP, il y a un groupe, voilà, c'est pas le groupe de Jean-François Copé, il lui appartient pas, et c'est pas lui qui dicte la conduite des députés. Que ressentez-vous? Bon, une grande tristesse, et, beaucoup d'affliction aussi, parce que c'est affligeant. Voilà, c'est affligeant. Vous savez, un groupe parlementaire, c'est pas un parti politique, c'est une institution de la République qui a des devoirs. Et en particulier, les députés ont des devoirs, non pas vis-à-vis des adhérents de leur parti, mais des Français qui les ont élus. Ils ont des devoirs vis-à-vis de la nation, vis-à-vis de la République, vis-à-vis de la démocratie. Voilà. Et je trouve navrant qu'on mélange les problèmes de parti avec le groupe. Cela vous déprime? Oh, me déprime, non. Non, ça me déprime pas, mais je trouve ça affligeant, voilà. Navrant. Mais Copé et Fillon se parlent. Il n'y a pas de rapport entre ce qui se passe au groupe. Je l'ai dit, c'est une faute morale d'avoir créé un 2e groupe. Je le dis à tous mes amis qui font partie de ce groupe, encore une fois, parce que nous avons des devoirs et c'est une faute morale de ne pas les remplir. Il faut le dissoudre. Mais oui, il faut le dissoudre, oui. Mais ça n'a rien à voir avec notre débat. On a compris ça fait que pression. La partie d'enfance, je vois pas en quoi ça fait pression sur qui que ce soit. Il parlait d'une faute morale concernant la fraude industrielle, puisqu'il a parlé d'une fracture morale, entre autres. Alors, oui, alors la fracture morale, pardon, Chacun s'invective sur le thème de la morale. Écoutez, la fracture morale à l'UMP, il n'y en a pas. Il n'y a pas les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. Il n'y a pas ceux qui ont de la morale d'un côté, ceux qui ont de la morale de l'autre. Simplement faire un groupe, oui, ça c'est une faute morale, on pourrait s'en passer, mais c'est une faute morale vis-à-vis, encore une fois, de ceux qui nous ont élus et donné un mandat. Apparemment, ce groupe peut se dissoudre très vite. Eh bien, tant mieux. Voilà, tant mieux. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas un problème à l'UMP qu'il ne faut pas le résoudre. Voilà. Je veux dire simplement, ce qui est navrant et affligeant, c'est de mélanger les deux. Voilà, je trouve ça insupportable. Mais en même temps, vous avez dit que M. Copé est un président contesté. Mais donc, c'est vous les renvoyez dos à dos. Non, je renvoie personne dos à dos. J'ai pas envie de distribuer des satisfecit, des certificats de bonne conduite. C'est pas mon rôle. D'abord, aujourd'hui, ils se parlent. Enfin, ils se parlent. C'est une éclaircie, voilà, une soyons fin de contents. tempête. Ils se parlent. Jusqu'à présent, et encore aujourd'hui d'ailleurs, on n'arrivait plus à se mettre dans la même pièce, même pas, je l'ai déjà dit, sur d'autres plateaux, pour s'engueuler. Hein. Donc, c'est quand même, et quand on en arrive là, c'est terrible. C'est très mystérieux, c'est à huis clos. Peut-être qu'ils s'engueulent. Bon, mais tant mieux, au moins ils sont dans la même pièce, au moins ils peuvent se parler. Et même si c'est pour s'engueuler, c'est déjà un progrès. Donc je vais pas venir perturber ces premiers pas vers la raison. Solution J'en sais rien, on verra ce qui va sortir de ces discussions. Mais il faut en sortir. Il faut rendre le plus vite possible la parole aux militants et aux adhérents, de façon à ce qu'on sorte de cette situation. Il faut revoter. Ah, mais d'une façon ou d'une autre, il faudra voter. Voilà, ça, on verra bien. Peut-être qu'il faut demander aux adhérents ce qu'ils en pensent aussi.
Vous dites pas de morale. Moi, j'étais assez partisan, et je l'ai dit, de faire un référendum. C'est pas très glorieux, mais la situation dans laquelle on se trouve, elle ne l'est pas. C'est pas très intelligent, mais la situation dans laquelle on se trouve, elle n'est pas très intelligente non plus. Bon, comment on en sort? On en sort en redonnant le plus vite possible la parole aux militants. Et si on peut le faire par un référendum, après tout, pourquoi pas leur demander s'ils veulent revoter ou pas? Et s'ils veulent revoter, dans quelles conditions? Voilà, je pense qu'au moins, on aura enfin le choix des militants, parce que sinon, on tourne en rond. Mais les deux camps semblent Non, mais il n'y a pas maintenant de camp, je d'accord. vous rassure tout Les de deux suite. protagonistes. Non, moi, je ne suis pas dans un camp, je suis pas dans un clan, ça ne m'intéresse pas, il n'y a pas de camp, il n'y a pas de clan. Il y a deux personnes, un qui a créé un groupe et qui est président du groupe, l'autre qui a été proclamé élu président et qui est à la tête du parti, juridiquement. En tout cas, voilà. C'est une position politiquement intenable pour les deux. Oui, mais vous-même, vous avez pris position pour M. Copé. Oui, et alors? Donc vous êtes bien situé dans un camp par rapport à un autre. Non, je refuse cette idée de camp. Moi, j'ai pris position, j'ai dit que je votais pour Jean-François Copé, j'ai participé à sa campagne, je ne regrette absolument rien. J'ai dit dans quelles conditions je faisais ce choix et pourquoi. On ne va pas recommencer ce soir. Mais là, vous me demandez mon avis sur ce qui se passe. Ben, je vous dis que ce qui se passe est intenable pour l'un comme pour l'autre. Mais l'histoire du groupe, elle est moralement condamnable et politiquement, la situation de l'UMP aujourd'hui n'est pas tenable. Il paraît que Nicolas Sarkozy avait préparé un communiqué où il disait sa honte. Vous reprenez ce mot? Je ne sais pas ce qu'il avait préparé puisqu'il a pas le mot. Mais d'abord, je reprends rien du tout. Il est où le communiqué de Nicolas Sarkozy? Voilà, c'était. Mais vous croyez que je suis très fier de me promener? Nucléaire, vous croyez que dissuasion. Je suis très fier de me promener en France et d'entendre ce que disent les Français sur ce qui se passe. Quand au téléphone, voilà. Ça ne vous regarde pas. Non, sur cette question. Non, ça ne vous regarde pas. Je ne parle jamais de ça. Je ne dis jamais quand je l'ai eu, quand je l'ai vu, ce qu'il m'a dit, de quoi nous avons parlé. Jamais. Jamais, voilà. Je pense que si on avait pu se comporter assez intelligemment pour qu'il ne soit pas obligé de se mêler de cette affaire, ni directement ni indirectement, eh bien ça aurait été beaucoup mieux pour tout le monde. Et pour lui aussi. Voilà. Et pour lui, bien sûr aussi, bien sûr, mais pour nous aussi. Pas digne de l'impliquer dans cette affaire. On n'aurait jamais dû en arriver là. Certains l'accusent d'implication partisane, Madame Laurence Rossignol. Qui ça? Madame Laurence Rossignol, sénatrice PS. Pardon, excusez-moi. Qui a interpellé le président du Conseil constitutionnel sur l'intervention mais quand on du chef de l'État. Franchement, toutes ces sottises. En quoi l'impartialité du juge constitutionnel Nicolas Sarkozy est-elle mise en cause par ce qui s'est passé? D'abord, je vous rappelle qu'il ne s'est prononcé publiquement sur rien du tout. Après, qu'il ait un lien affectif, de proximité avec l'UMP. Est-ce que quelqu'un le découvre? Franchement, parce que M. Dumas, il n'avait pas un lien avec le Parti Socialiste. M. Jox, il n'avait aucun lien avec le Parti Socialiste quand il était président du Conseil constitutionnel. Et M. Jean-Louis Debré, il est tombé de la Lune. Bon, c'est normal. Et les anciens présidents de la République, ils ont tous une famille politique d'origine. Donc tout ça est un débat. Enfin, tout ça est grotesque. Bon, revenons là, les deux protagonistes, et non pas les deux camps. Ils sont d'accord maintenant pour qu'il y ait un nouveau vote. Pour le vote. Je pense que c'est inéluctable. Voilà, c'est inéluctable. Donc maintenant, la pierre d'achoppement, c'est quand? Avant le comment? Quand? Et quel est votre avis? Mais mon avis, c'est qu'il faut peut-être demander aux militants, voilà. Oui, mais pour demander aux militants, quand faut-il demander aux militants? Le plus vite possible. Voilà. Je pense que le plus vite, ce sera le mieux, parce que on voit bien qu'on ne peut pas sortir de cette histoire simplement par un arrangement entre deux personnes dans un coin, derrière une porte fermée, ni par un arrangement entre deux états-majors. Bon, voilà, c'est sur la place, c'est une affaire publique, donc il faut le plus vite possible demander aux militants ce qu'ils en pensent. Alors, est-ce qu'il faut revoter tout de suite? Est-ce qu'il faut d'abord leur demander quand ils veulent revoter, s'ils veulent revoter et quand, et dans quelles conditions? N'importe quelle solution sera la bonne, il faut en sortir en redonnant la parole aux militants et aux adhérents. Vous contestez les statuts de l'UMP. Vous pensez qu'il faut l'inclure dans le référendum, dans ce référendum? Oui, je pense que ça serait bien. Oui, je pense que ça serait bien. En tout cas, on ne pourra pas recommencer. On ne pourra pas revoter dans les mêmes circonstances, que ça soit demain ou après-demain. Ces règles sont absurdes. J'avais dit au moment de l'histoire des parrainages que ça plaçait la démocratie de l'UMP entre celle de la Corée du Nord et celle de Cuba. J'ai pas changé d'avis et les faits me donnent plutôt raison. Non, mais c'est vrai. Ce système de verrouillage ne pouvait conduire qu'à un désastre. Est-ce que vous espérez d'une réforme des statuts de l'UMP
votre retour dans la compétition Écoutez, pour la l'instant, présidence de l'UMP. on n'en est pas là du tout. Prenons un peu d'avance, allez. Mais moi, j'ai pas envie de prendre d'avance. Dans la situation où on est, sortons d'abord de cette situation. Enfin, Est-ce que, à votre avis, aux yeux des militants, M. Fillon et M. Copé sont disqualifiés, ils sont discrédités? Oh, l'histoire montre qu'en politique, en France, on est rarement définitivement disqualifié. C'est sûr que cela n'a amélioré l'image ni de l'un ni de l'autre. Voilà. Mais vous savez. En tout cas, pour vous, il faut plus que 2 compétiteurs. Mais ça, il n'existe aucune démocratie au monde où on n'autorise que 2 personnes à se présenter. Ça n'existe pas. Ça ne peut conduire qu'à une situation de ce genre. Regardez, ils étaient verrouillés sur les parrainages. C'était verrouillé parce qu'on présentait des trios et que donc on pouvait négocier avec personne. Voilà, vous avez 3 personnes, vous ne pouvez pas donner le poste de secrétaire général à quelqu'un pour faire une alliance, pour essayer d'équilibrer le jeu. Bon, et en plus, on avait inventé un système extraordinaire. Vous savez, l'UMP là, a fait preuve quand même d'une imagination débordante. On avait 2 urnes. L'une pour les hommes, vous choisissiez le nom de l'un ou de l'autre, et à côté, vous avez l'urne des idées, avec 2 bulletins de vote. Oui. D'habitude, c'est la même chose. Vous choisissez les idées portées par quelqu'un. Mais là, non. Vous choisissez d'un côté les idées et de l'autre les hommes. C'est la recomposition idéologique à laquelle vous appeliez. L'urne pour les idées. Mais comment vous voulez qu'en politique, les idées soient désincarnées? Comment voulez-vous qu'elles soient... C'était incarné dans une motion, pour vous. Mais c'est pas incarné, il faut incarner par des hommes. Vous pouvez pas. Vous choisissez vos responsables et par ailleurs vous choisissez vos idées. Donc, mais quand même, on marche sur la tête. Vous connaissez un endroit où ça se passe comme ça. Vous connaissez une élection où ça se passe comme ça. Des chefs de motion comme Parti socialiste. Enfin, je sais. Mais pourquoi pas en tout cas, dans toutes les élections, les gens portent un projet, voilà, portent un dessein. Alors il faut sous forme de profession de foi pour les uns, de motion pour les autres, de programme, de ce que vous voudrez. Mais enfin, quelqu'un vient devant les électeurs et leur dit voilà ce que je crois, voilà ce que je pense, voilà mon projet, ou au Parti socialiste, voilà ma motion. Mais séparer les deux était quand même d'incarnation. Est-ce que Nicolas Sarkozy a plus que jamais ses chances pour revenir en 2017 ? Mais le problème ne se pose pas comme ça, c'est pas un problème de chance. Comment est-ce que vous le posez alors, vous? Mais le problème, c'est tout simple. Nicolas Sarkozy est parti, il l'a dit lui-même, avec l'idée de redevenir un Français parmi les Français. Il ne s'est pas posé en recours, il n'est pas parti dans cet état d'esprit. Et maintenant, personne ne sait ce que la vie nous réserve, ni ce que seront les circonstances dans les mois ou les années à venir. Qu'est-ce que vous lui souhaitez, vous? Moi, je lui souhaite d'être heureux. Voilà. Très bien. D'être heureux, épanoui. Et sur le plan politique, pour demain? Mais il n'a pas d'ambition politique. Peut-être que demain, les circonstances feront que le pays aura besoin de lui. Viendra alors le moment de savoir si lui, il éprouve l'envie, le besoin, ou si ce sont le devoir de répondre à cet appel. Qu'est-ce qui pourrait faire que le pays ait besoin de lui? Je n'en sais rien, vous savez. Vous pensez à quoi? Mais je ne pense à rien du tout. Je pense que quand le général de Gaulle est parti en 1946, personne ne savait comment le pays pourrait avoir un jour de nouveau besoin de lui. Et puis un jour, le pays a eu besoin de lui. Voilà. Mais ces circonstances pourraient se présenter à nouveau. Mais n'importe lesquelles. Ça peut à la faveur de Nicolas Sarkozy. Une crise politique, une crise sociale, un vide politique. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Non. La crise de l'UMP. Il n'y en aura pas pour résoudre la crise d'un parti, tout ça est grotesque. Oui, mais cela dure. Cela dure. Eh bien, cela dure, mais je pense que c'est pas tenable et qu'on peut pas. Vous n'avez pas l'air très optimiste quand même. Mais je suis ni optimiste ni pessimiste. Je vous dis que aujourd'hui, on n'est pas encore sorti de cet âge. J'espère que demain on le sera. J'espère qu'à force de se parler, la raison va venir à l'un comme à l'autre, et puis à nous tous, parce qu'on est tous aussi responsables de cette histoire. Noël Mamère a qualifié Jean-François Copé, que vous avez défendu, de braqueur. Qu'est-ce que vous répondez à l'élu vert que vous côtoyez? Qui s'occupe des braquages chez les Verts, c'est déjà pas mal. Rappelez-vous des primaires chez les Verts. Rappelez-vous de la manière dont ça s'est passé. Hein. Les leçons de démocratie, là, franchement, ils ne sont pas très bien placés pour en donner. Bien. Tout autre sujet. Je voudrais savoir, à titre personnel, si vous êtes pour le mariage ou contre, pour tous ou contre le mariage pour tous. Exprimé là-dessus, je suis contre. Je suis contre le fait que l'on touche à l'institution du mariage. Pourquoi? Parce que l'institution du mariage, ça concerne non pas l'amour, les sentiments que deux êtres peuvent éprouver l'un pour l'autre. Non, mais non, mais non. Non, l'institution du mariage, sa valeur profonde, c'est une institution.
une institution. Voilà. Et pourquoi cette institution existe-t-elle dans toutes les sociétés organisées depuis qu'il existe au monde les sociétés organisées? Parce que cette institution permet de mettre de l'ordre dans la filiation et qu'aucune société organisée ne peut vivre s'il y a du désordre dans la filiation. La question fondamentale qui est posée est celle de la filiation. Le mariage, bien sûr, il y a de l'amour, comme dans toutes les activités, il y a des passions, comme dans toutes les activités. Où il y a des enfants, c'est déjà la réalité. Et vous n'allez mettre aucun ordre, c'est la porte ouverte vers l'adoption et c'est la porte ouverte vers la procréation pour autrui. Vous pensez que lorsqu'on n'a plus de parents, on n'a plus de mère et de père, on a juste parents 1 et parents 2, eh bien avec ça on met de l'ordre dans la filiation. Mais enfin c'est une plaisanterie. Alors mais moi je conçois très bien que des gens soient pour. Je dis simplement que moi je suis contre, et je suis contre parce que je pense que c'est pas un problème de sentiment, c'est pas un problème de reconnaissance d'une forme d'amour, c'est même pas un problème de reconnaissance d'une forme de famille, c'est un problème beaucoup plus profond qui nous renvoie aux institutions qui assurent le fondement de l'ordre social. Donc voilà. Le 13 janvier, vous serez sur le pavé parisien. Vous irez manifester. Oui, à condition qu'il n'y ait aucune outrance dans cette manifestation. S'il y en a, je la quitterai. Voilà, je le dis très bien. Mais moi, je vais plus loin. Je pense simplement que quel que soit notre avis aux uns et aux autres, une question aussi grave, aussi profonde, ne peut pas être tranchée par le Parlement. Ce n'est pas aux parlementaires à le trancher. Je suis favorable à ce qu'on donne la parole au peuple. Enfin, quand même, on la donne pour le droit de vote. Savoir si on doit donner le droit de vote aux élections locales aux étrangers, il faut modifier la Constitution et donner la parole soit au Congrès, soit au peuple. Et pour une question aussi grave, aussi profonde, on ne demanderait pas au peuple, on se contenterait d'un débat au Parlement. Mais ça n'est pas tenable. Suzette. Perrine Tarnaud de Public Sénat va nous rejoindre, mais on s'arrête sur... Oregano, le petit début de mea culpa que vous formulez dans votre livre comme plume de Nicolas Sarkozy. Alexandra Colino. Il n'y a aucun remords, aucune critique quand Henri Guénaud revient sur les 5 ans vécus nuit et jour avec celui dont il était la plume. Il n'y a que de la nostalgie et beaucoup de tristesse. Le droit d'inventaire lui est impossible. Pourtant, il y a des discours qui pèsent sur le bilan du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Dans la transmission des valeurs et dans l'apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le pasteur ou le curé. Henri Guénaud, qui voit en l'instituteur l'origine du savoir et de la liberté, ne reconnaît là qu'une demi-phrase maladroite. Mais il y a aussi le discours de Grenoble, qui marque le virage à droite de l'ère Sarkozy. La nationalité française doit pouvoir être retirée à toute personne d'origine étrangère qui aurait volontairement porté atteinte à la vie d'un fonctionnaire de police ou d'un militaire de la gendarmerie. Lui, le gaulliste revendiqué, n'admet qu'un problème de forme. Enfin, le fameux discours de Dakar et cette phrase. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Cette fois, Henri Guénaud plaide l'incompréhension. Je ne crois pas qu'en soi, un discours soit un moment une erreur, parce que c'est l'expression d'une pensée qui est en général plus complexe que ne le dit le papier ou que ne le disent simplement quelques résumés de presse. Tout cela ne serait donc qu'un malentendu. Pas d'erreur politique à mettre au passif du quinquennat, juste un problème de style. Voilà, Perrine Tarnaud nous a rejoint. Bonsoir Perrine. Bonsoir, Henri Guénaud. Est-ce que l'inventaire du quinquennat de Nicolas Sarkozy est toujours interdit? D'abord, il n'est pas interdit de réfléchir sur ce qu'on a fait. Ce qu'on appelle droit d'inventaire, oui, je pense qu'il est interdit à tous ceux qui ont défendu corps et âme, bec et ongles, la politique de Nicolas Sarkozy pendant 5 ans. Voilà, c'est assez indécent de se dire, ou alors il faut dire nous aurions peut-être pu faire les choses autrement, mais pas il a mal fait les choses. Je trouve cette distanciation particulièrement insupportable. Mais la cohésion, l'équipe. Moi, je voudrais revenir sur ce, pardon, parce que là, je trouve que ce petit film était particulièrement caricatural et je voudrais revenir dessus. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire de la politique de cette façon. Les 3 phrases que vous avez citées. La première, sur le prêtre, d'ailleurs, c'était pas celle-là c'était un peu plus loin que c'était gênant, parce que le fait de dire que l'instituteur ne remplacera pas le prêtre, non
Non, l'instituteur ne remplace pas le prêtre, pas plus que le prêtre ne remplace l'instituteur. La foi et la raison, la foi et le savoir, ce sont deux choses. Ce sont les trois phrases, ce sont deux choses différentes. De ce non, discours, c'est pas celle-là. ouais. C'était un peu plus loin quand il était question, on semblait dire que le discours semblait dire, et voilà, je vous rassure, j'y suis pour rien en plus, semblait dire qu'il y avait. Faites votre autocritique. Non, c'est pas d'autocritique, c'est j'assume la responsabilité collective. Ça, vous l'avez toujours dit, mais voilà, simplement, je suis pas responsable de cette demi-phrase, mais je suis responsable de ne pas l'avoir vue avant qu'elle soit prononcée. Pour être précis, parce que de la phrase sur l'instituteur, voilà. Il y a un petit morceau de phrase où le président semble dire qu'il y a une supériorité de l'instituteur du prêtre sur l'instituteur. C'est pas celle que vous avez citée, qui ne pose aucun problème, en tout cas à mes yeux. Voilà. Ça, c'est une demi-phrase maladroite. Personne ne pensait en réalité que le prêtre était supérieur à l'instituteur. Bon, dont acte. Voilà, c'est une erreur. Très bien, on ne va pas en faire un... Enfin, c'est pas un débat idéologique, il n'y en a pas, puisque je suis d'accord avec vous, nous sommes d'accord avec vous, et que le président Sarkozy aurait parfaitement été d'accord avec vous. Deuxième remarque sur le discours de Grenoble. La phrase que vous avez citée, c'est pareil. Le discours de Grenoble, oui, posait un problème de ton. Il posait un problème parfois de désignation d'un groupe humain dans la République. De stigmatisation, on va dire. Mais pas la phrase, pas ce que vous avez montré. Pardon, je voudrais revenir un instant sur la naturalisation. Non, vous parlez de la nationalité. Oui. Mais le retrait de la nationalité pour des gens qui ont commis des crimes particulièrement graves, il existe dans le droit français depuis la Libération. C'est le gouvernement provisoire du général de Gaulle qui l'a instauré, avec tous les partis présents autour de la table. Personne n'a songé un instant à le supprimer. Personne. Monsieur Jospin en avait juste réduit le champ d'application. Et ce qui était proposé là, c'était d'en élargir de nouveau le champ d'application. Je pense que ce n'était pas une bonne idée, que ça ne résolvait pas les problèmes posés, mais ça n'était pas une tâche sur la République. Il faut arrêter aussi de raconter... Allez, on finit par le discours de Dakar. Et le discours de Dakar. Alors, cette phrase, d'abord enlever une phrase comme ça d'un discours est toujours très malhonnête, surtout quand on s'adresse... Quand on s'adresse à des gens qui ne l'ont pas lu, qu'en plus les critiques sont faites souvent par des gens qui ne l'ont pas lu non plus, c'est un peu gênant. Alors cette phrase, je réponds toujours, puisqu'on n'a pas le temps, de la façon suivante. Quand Aimé Césaire, poète martiniquais, noir de peau, descendant d'esclaves, dit « Laissez entrer les peuples noirs sur la grande scène de l'histoire », tout le monde trouve ça génial, et très bien, et très moral. Quand on dit... Voilà, l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire, c'est-à-dire ne maîtrise pas assez sa propre histoire, n'écrit pas lui-même assez sa propre histoire. Vous dites c'est une honte. Et où est la honte? Et où est le scandale? Est-ce qu'on m'a dit, on va parler de l'homme africain, c'est raciste. Mais parler de l'homme européen, de l'homme occidental, de l'homme méditerranéen, ça l'est pas. Non mais, enfin, tout ça est une caricature absurde. Dans le livre, il n'y a pas de nostalgie, c'est pas vrai. Il n'y a pas non plus juste l'aveu de quelques problèmes de forme. Je suis désolé, il y a aussi la dénonciation du mensonge et de la caricature, dont le discours de Dakar a été un des exemples types. On a raconté n'importe quoi. Vous savez, moi, un jour, mon fils... dont a aussi été la cible Nicolas Sarkozy pendant ces 5 ans. À l'époque, il avait 9 ans, il est rentré, il m'a dit, papa, tu sais, mes copains ils disent qu'à la télé, on raconte que tu es raciste. Vous croyez que ça m'a fait plaisir? Non, mais ça, c'est intéressant. Aussi, non, ça, c'est pas de la vie politique. Ça. Moi, la politique, je veux pas en faire comme ça. Je veux pas en faire avec des gens qui se comportent de cette manière. Voilà, je veux pas être traité de raciste. Avant, on traitait les gens qui n'étaient pas d'accord avec vous, on les traitait de fascistes. Eh bien, c'était parfaitement nul. On a vu où ça nous a conduit. Bon, et maintenant, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on dit qu'il est raciste. Voilà. Mais moi, je n'admets pas de traiter de raciste. Voilà. Je ne l'admets pas. Mais sous le quinquennat, on parlait du discours de Grenoble, et puis après, pendant la campagne, il y a quand même eu la stigmatisation de certaines communautés. Est-ce que ça vous a gêné? Pendant la campagne? Non, pas dans le discours de Nicolas Sarkozy. Il y a eu une tonalité peut-être gênante par moment, mais il n'y a pas eu de stigmatisation d'une communauté dans la campagne de Nicolas Sarkozy. Je réfute cette accusation. Une tonalité un peu droitière, c'est ce que vous voulez dire? Non, pas droitière, parce que l'immigration, la sécurité, c'est pas la droite, c'est tout le monde. Et que les partis les plus extrêmes qui s'emparent de ces sujets de façon caricaturale, ils sont pas de droite. Mettez-vous ça dans la tête. Mettez-vous ça dans la tête. D'abord, le fascisme, c'est pas de droite, c'est de droite et de gauche. C'est pas ce qui était gênant. Donc c'est pas la droite, il n'y a pas de droitisation. Il y a juste que quand on se trouve enfermé dans le cercle des militants et des sympathisants, et qu'on se laisse porter par la salle, on a tendance à
prononcer ses discours d'une manière qui est parfois un peu dure. Et quand en plus la télévision ne retire qu'une phrase ou deux de tout un discours parce qu'il y a l'égalité des temps de parole et qu'elle dure 3 semaines de plus que prévu. Ce sont les règles de campagne, vous les connaissez, hein, Henri. Non, mais le problème, c'est qu'on a été d'abord surpris de découvrir qu'il y avait 3 semaines de plus. Personne ne l'avait bien intégré. C'est la première fois à cause d'une décision du Conseil constitutionnel. Bon. Et il s'est passé, ce que je raconte dans mon livre, je crois, c'est qu'en fait, il y a eu l'affaire de Bayonne. Nicolas Sarkozy a été agressé d'une violence assez inouïe. Et après, il s'est replié après ça sur le cercle étroit des militants et des sympathisants. Trop de repli sur ce cercle étroit. Oui, parce que ça pousse finalement à se laisser porter par les militants. Mais on peut discuter du ton de cette campagne. On ne peut pas discuter du fond, ni des mots. Les mots employés dans cette campagne, il n'y en a pas un que je récuse, il n'y en a pas un dont j'ai honte. Voilà, même si je n'ai pas écrit tous les discours. Et puis aussi la ligne fixée par Patrick Buisson, est-ce que ça vous a gêné? Mais celle de Patrick Buisson n'était pas celle de Nicolas Sarkozy. La ligne de Nicolas Sarkozy était celle de Nicolas Sarkozy. Et nous l'avons tous acceptée. Et si j'avais eu la moindre honte, le moindre problème, la moindre indignation, le moindre cas de conscience, je serais parti. Croyez-moi. Donc j'assume tout ce qui a été dit et tout ce qui a été fait. Ça ne m'empêche pas de considérer qu'effectivement il y a eu parfois une tonalité qui pouvait prêter à confusion. Et je le déplore. Dans la campagne de Jean-François Copé. Je le déplore. Mais là aussi, il y a des dérapages de campagne. Qui prête à confusion. Voilà, oui, ça peut prêter à confusion, la tonalité, parce qu'il y a des gens qui peuvent se sentir agressés alors qu'ils ne le sont pas. Bon, et c'est dommageable. Et oui, je le regrette. Oui, je le regrette. Comment? Oui, l'histoire du pain au chocolat, par exemple. Mais moi, j'ai dit ce que j'en pensais sur les pains au chocolat et sur le racisme anti-blanc. Quand j'ai pris position pour Jean-François Copé, j'ai dit, ce n'est pas ma façon de faire de la politique. Voilà. Parce qu'un homme politique, à ce niveau de responsabilité, n'est pas là pour attiser les tensions, il est là pour les apaiser, il n'est pas là pour dénoncer, il est là pour apporter des solutions. Bon, mais cela étant, c'était un dérapage de campagne, bon, il n'est pas raciste. Mais ça ne veut pas dire que je suis pas à droite décomplexée. On n'a plus beaucoup de temps, mais il faudra effectivement qu'on fasse toute une émission pour savoir comment maintenant la droite peut regagner cette bataille des idées. Une dernière question pour finir cette émission, Henri Guénaud. Qu'est-ce que vous pensez de la volonté de Cécile Deflot de réquisitionner des immeubles appartenant à l'église pour loger des sans-abri? Je n'ai pas compris qu'elle voulait réquisitionner des immeubles de l'église. Elle a écrit une lettre au diocèse. Oui, enfin, elle a écrit moi, j'ai pas lu la lettre encore. Pardon, excusez-moi. La menace est présente. Puisqu'elle présente l'Église comme une institution morale aux deux sens du terme. Donc une institution morale qu'on peut réquisitionner comme une société d'assurance ou je ne sais quoi. Elle a réquisitionné les sociétés d'assurance, les banques, les administrations, mais je ne crois pas qu'elle se lancera dans la réquisition des biens de l'Église. Je rappelle quand même que l'Église catholique, comme d'ailleurs les églises protestantes ou les autres communautés religieuses, fait énormément pour lutter contre l'exclusion, contre la pauvreté, contre la misère, et elle n'a pas attendu Madame Duflot pour mettre ses biens à la disposition des plus pauvres et des plus vulnérables. Ouais, Christine Boutin, elle dit qu'il y a une phobie qui se développe en France. Il y a beaucoup de phobies qui se développent en France. Mais celle-ci notamment? Oui, chez certains. Contre les cathos. Oui, chez certains. C'est vrai, ça existe aussi, mais ça n'a pas l'air de vous inquiéter non, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes plus sérieux que ça. Je trouve ça assez nul et caricatural, mais voilà, c'est pas la peine de. Bon, d'accord. Vous êtes plutôt indulgent avec deux ministres, on a entendu, Arnaud Montebourg et puis Cécile Duflot. Mais non, je ne suis pas indulgent. Je pense qu'elle devrait avoir autre chose à faire que ce genre de manifestation. Vous dites qu'elle essaye de faire du Montebourg, hein. Vous le pensez aussi? Par ce genre de sortie? Oui, écoutez, je pense. Nationalisation d'un côté, réquisition de l'autre. Nationalisation, réquisition, c'est un langage un peu d'un autre temps. Non, franchement, c'est une caricature. Madame Duflot fait un peu de pub sur l'histoire des églises. Et la nationalisation, c'est un débat sérieux. Très bien. Sérieux, la réquisition, non. Qu'il faut aborder avec une forme d'indulgence pour les auteurs. Non, merci. Pas une forme d'indulgence, une forme de sérieux. De sérieux, c'est ce qu'on a essayé de faire et d'être avec vous au cours de cette émission. Henri Guénaud, merci Perrine, bonsoir, à très vite. Le vrai courage, Gilles Leclerc,
c'est pas d'augmenter les impôts, tout le monde sait le faire. Nicolas Sarkozy est parti, mais la crise n'est pas partie. La politique économique du gouvernement, je lui donnerai un 0 pointé. Tous les matins à 8h15, Guillaume Durand et Gilles Leclerc reçoivent une personnalité politique dans l'invité politique. Reconstruire sa crédibilité, reconstruire sa popularité. Il ne faut pas préjuger, on peut juger après. En partenariat avec Radio Classique, l'invité politique, tous les matins à 8h15 en direct sur Public Sénat. Bonjour à tous, un lieu, nous sommes à Vimy, quelque part entre Lens et Arras. Une histoire, celle de la bataille historique de la nation canadienne. Vimy n'est pas n'importe quelle bataille. D'ailleurs, Vimy n'est pas n'importe quelle victoire non plus, on le verra. Il faut bien comprendre, ici, dans ces plaines de l'Artois en 1917, le front est fixé. Alors, il faut à tout prix enfoncer les lignes allemandes, en particulier celles qui protègent les très riches mines de charbon de la région lensoise, des mines qui étaient tombées aux mains de l'ennemi dès le début du conflit de la Grande Guerre. Marie Lebeau. Fin août 1914, après 3 mois de guerre de mouvement, le conflit se fige. Allemands d'un côté, alliés de l'autre, chacun dans sa tranchée, c'est la guerre de position, une étape meurtrière du conflit qui va durer plus de 2 ans. Tout comme Verdun, la même année, les grandes batailles de la Somme marquent en 1916 un tournant dans la conduite de la guerre. Sur un front de plusieurs dizaines de kilomètres, Britanniques, Canadiens et Français jettent toutes leurs forces pour tenter de percer les lignes ennemies. Les moyens techniques et humains sont considérables, 3 millions de soldats participent au combat. 4 mois d'efforts acharnés n'y feront rien, l'impasse est totale, de part et d'autre les troupes sont épuisées. Les batailles de la Somme restent parmi les plus meurtrières de l'histoire militaire. De juillet à novembre 1916, elles feront, toutes nationalités confondues, plus d'1 200 000 morts, blessés et disparus. On l'a bien compris, ici en Artois, la situation est bel et bien bloquée. Regardez ces paysages autour de moi, ces paysages de bataille, ces trous de bombes qui parcellent le sol, des paysages qui témoignent de l'enfer que fut cette bataille de Vimy. Caroline Huot, vous êtes étudiante, vous êtes guide, vous accueillez les visiteurs ici sur ce site de Vimy. C'est une fierté pour vous d'être ici? Oui, en fait, en étant canadienne et aussi en étant élève d'histoire au Canada, c'est vraiment quelque chose de pouvoir être ici, d'accueillir tous nos visiteurs et de parler de l'importance de cette bataille. Il y avait combien de Canadiens sur ce théâtre de la bataille? Si on parle de troupes de réserve et d'artillerie et tout ça, on parle d'environ 100 000 Canadiens. Alors, il faut parler du général Byng. C'était le général qui commandait ces forces canadiennes. Il était lui-même anglais et il a révolutionné la tactique de cette bataille. C'est-à-dire qu'il a inventé la manière de faire qui a conduit à la victoire. Oui, en fait, la planification qu'il y a eu pour cette bataille, c'était très important. On a eu beaucoup de planification, de fait de l'artillerie et tout ça. Beaucoup de préparation aussi. Les troupes canadiennes étaient ici, toutes ici, dès décembre 1916 et la bataille n'était pas avant avril 1917 et ont pu planifier et pratiquer beaucoup pour cette attaque. Et pendant la bataille elle-même, on a ce qu'on appelle un barrage roulant. Donc, c'est un barrage d'artillerie qui passe devant les troupes canadiennes, qui permet aux Canadiens de bouger ici d'une manière protégée, mais aussi permet de aussi pouvoir prendre ces positions d'une façon très concrète et de pouvoir les garder aussi jusqu'à la fin de la guerre. Chacun des soldats canadiens connaissait précisément son objectif. Tous les Canadiens avaient même eu une carte géographique avec les détails de la bataille et donc ils savaient exactement où était l'objectif et c'était des objectifs très précis qui bougeaient vraiment de plus et plus loin sur le long de la crête et on avait des troupes aussi qui avaient été en charge de pouvoir prendre des positions qui étaient fortifiées et tous les différents soldats savaient exactement où était leur objectif et donc si les lignes de communication avaient été brisées pendant la bataille même, on pouvait quand même continuer et donc ce qui avait été un échec dans d'autres batailles comme la bataille de la Somme, on a quand même pu savoir où était l'objectif à obtenir pour cette bataille ici.
Merci beaucoup Caroline. Merci. On le voit donc, rien n'a été laissé au hasard pour atteindre la victoire dans cette bataille de Vimy. Une bataille qui s'est également déroulée dans le sous-sol, la guerre des tunnels. Alors les voilà, ces fameux tunnels de Vimy. Je rejoins Marc-André qui est également étudiant, également guide ici sur le site de la bataille. On va les visiter tout de suite, ces tunnels. Tout à fait, suivez-moi. Voilà Marc-André, cet endroit est très impressionnant. Ah, tout à fait. On est présentement à 8 mètres sous le niveau du sol. Le souterrain qu'on visite en ce moment s'appelle le souterrain Grange. À l'origine, il mesurait 1,2 km. Donc, 1,2 km de souterrains qui ont été creusés à la main dans la région. Qu'est-ce qu'on a? C'est de la craie, donc ça a quand même facilité le travail. C'est une roche très friable. Et ça a aussi été fait par des mineurs professionnels, des mineurs du pays de Galles, donc qui faisaient partie de l'armée britannique et qui sont venus prêter main forte dans l'armée. Des souterrains qui étaient énormément précieux, qui